Bienvenue. Cette vidéo est extraite de Panoramia, l'émission d'actualité sur l'intelligence artificielle présentée par l'Idriss. Panoramia, c'est un live, un vendredi par mois à 10h. L'émission est composée d'actualités grand public, mais aussi de revues état de l'art sur les avancées scientifiques et techniques en IA. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, et bonne vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un peu du rapport State of AI qui est sorti il y a pas longtemps. Proposé, comme les années précédentes, par Air Street Capital, donc qui est un cabinet de conseil de placement, Venture Capital. Ils font de l'analyse pour les investisseurs et les décideurs. L'intérêt de ce rapport, c'est qu'il est plutôt exhaustif. Il va pas forcément rentrer dans la technique, mais il permet de faire un tour d'horizon à plusieurs niveaux. Donc, en premier lieu, sur les prédictions qu'ils ont pu faire, sur la partie science recherche, sur la partie industrie et sur la partie législation et l'impact économique que ça peut avoir. Je vais pas vous faire le rapport en entier parce qu'il y a un peu plus de 200 slides qui sont plutôt fournis. Donc là, je vais vous proposer une sélection un peu Idriss, des points que je trouve les plus intéressants et les plus en lien avec finalement ce qu'on peut faire en France, en recherche et à Idriss. Rapidement sur les prédictions qu'ils ont fait l'année dernière, donc c'est la slide que vous pouvez voir juste là. Ils ont été plutôt performants, même si bon, il y a toujours un petit côté doigt mouillé, inspiration de qu'est-ce qui pourrait être l'avenir. C'est toujours facile de dire des prédictions et de dire qu'elles sont bonnes une fois qu'elles se sont déroulées. Mais ils étaient plutôt bons, notamment sur la génération vidéo où vous avez annoncé qu'il y aurait vraiment un impact qui commencera à se voir en termes de réalisation réelle, même si après sur l'investissement plus brut, donc sur leur cœur de métier, ils se sont plantés notamment sur les jeux vidéo qui n'ont pas encore de triple A, qui a profité pleinement de l'IA, même s'il y a eu des très bonnes démos côté Unity et Nvidia. Des lancements de nouveaux accélérateurs, là aussi, finalement, ils pensaient qu'il allait y avoir plus d'investissement de ce côté-là, et pour le moment, ça n'a pas été le cas. On va commencer avec la partie recherche, avec la notion d'open source de modèles. C'est un sujet qui est vraiment très très compliqué. Les entreprises aiment beaucoup dire oui, nous on fait de l'open source. Alors mettre les poids sur Hugging Face n'est pas de l'open source. La définition n'est pas encore claire et elle est en train de se construire petit à petit par différentes fondations, notamment OpenLLM, donc le groupement français qui essaie de générer une belle définition. Mais il y a aussi la Linux Foundation qui essaye d'apporter aussi caractérisation finalement de l'open source de modèle. Donc là, vous avez une version, on peut voir que la ligne la plus verte, c'est une version de Bloom. Bloom qui a tourné sur Jonzé, on rappelle, qui a fait son apprentissage sur la partition A100 de Jonzé. Donc là, Bloomzem, c'est la version Instruct, donc la version chatbot. Autre point que je vous ai sélectionné, c'est la notion de modèle hybride qui apparaît. Même si on va le voir par la suite, les transformers sont toujours gagnants. C'est vraiment le paradigme actuel qui n'a pas évolué. Mais des architectures hybrides commencent à avoir de l'attraction, notamment avec l'architecture Mamba, qu'on vous a présenté dans un précédent Panoramia, mais aussi des mix transformer Mamba avec Jamba. Mais il y en a d'autres avec les state models, les RNN-like, RWKV dont on vous a parlé aussi, les RetNet. Il y a plein d'autres versions. Ça commence à apparaître. Il y a des gros laboratoires qui commencent à faire des choses, mais pour le moment, les transformers sont toujours de. Ça tombe bien, c'est la slide suivante que je vous ai conservée. On peut voir que les transformers, ça représente 3/4 des architectures de modèles de fondation. Même si on peut voir sur le graphique, on a une petite ouverture qui se crée sur les state space models et les RNN, bien sûr, qui sont encore là, notamment pour des utilisations sur des tâches plus simples où il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Chose intéressante qui là nous concerne un peu plus, on a des chercheurs sur Jonzé qui essaient de faire ça. Mais pour le moment, c'est surtout DeepMind qui a beaucoup progressé sur les systèmes utilisant peu de communication pour l'apprentissage, donc sur les infrastructures de calcul, où ils ont réussi, donc notamment avec leur papier dit locaux, on n'a pas présenté, mais on vous l'a cité en Paperstorm, d'avoir plusieurs apprentissages, donc c'est pas de l'apprentissage fédéré, mais plusieurs apprentissages indépendants, où à venir faire des optimisations au sein de chaque élément de calcul et des optimisations globales, donc ça permet de réduire les communications et de scale beaucoup plus sur des grandes infrastructures. La Chine, moi j'adore en parler parce que je trouve que on n'en parle pas suffisamment en Europe, on est très américain centré, on va dire. Mais la Chine fait des travaux vraiment formidables dans le monde de l'IA avec les modèles de fondation. J'en parlerai par la suite sur les modèles de vidéo, ils sont assez impressionnants. Ils arrivent à très bien s'en sortir malgré les répercussions que les US appliquent, notamment sur le matériel. Il y a un embargo, effectivement. Les GPU Nvidia, donc avant on avait sur les GPU haut de gamme, mais maintenant on commence aussi à avoir des embargos sur des GPU toujours professionnels, mais plus sur de l'inférence, pas forcément sur du pré-training. Ils ont beaucoup de projets open source, ce qui est plutôt bien. Ils sont mal communiqués en Europe.
Ce qui est dommage. Ils sont pas très mis en avant, notamment parce qu'ils ont d'autres plateformes autres que typiquement Hugging Face pour leur modèle, mais ils font des choses vraiment bien. Leurs rapports, on vous en a cité quelques-uns. Leurs rapports sont plutôt fournis, même s'il manque toujours la sauce magique qu'ont les grands laboratoires pour leur pré-training de LLM. AlphaFold 3 n'ont pas tout à fait utilisent toute la connaissance qu'ils ont réussi à générer, ce qui pose une certaine problématique dans le domaine, notamment sur la capacité à comprendre ce que le modèle génère. L'avantage, c'est que du coup, ça crée de la concurrence, ce qui peut paraître assez dingue, mais le fait que AlphaFold se referme permet l'apparition de nouveaux acteurs, donc qui sont pas au même niveau encore, mais qui vont permettre de proposer quelque chose de plus ouvert. Des nouveaux challenges apparaissent. On parle beaucoup des LLM. On dit souvent que ce sont juste des perroquets stochastiques, qu'il n'y a pas vraiment de réflexion d'intelligence. Et il y a des nouveaux challenges qui émergent justement pour essayer de mesurer la capacité des modèles à réfléchir, puisque finalement l'intelligence se base une bonne partie sur la réflexion qu'on peut avoir. Sur la robotique, donc là je vous ai conservé que cette slide là. Il y en a d'autres, hein, notamment sur qu'on l'expliquait sur Tesla avec Optimus. Il y a aussi 01, alors j'ai plus le nom du robot, sur d'autres startups qui proposent des robots qui se basent sur l'IA. Il y a Hugging Face qui a fait sauter un verrou technologique qui permet d'accéder facilement à ce domaine-là avec leur librairie le robot. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé chez nous, puisque un supercalculateur se prête pour le moment forcément bien à ce type d'apprentissage, mais a priori la librairie est relativement accessible et permet de s'attacher facilement aux environnements de reinforcement learning, parce que généralement la robotique et le renforcement learning vont de pair. Donc il y a des choses qui apparaissent qui devraient permettre d'avoir de l'open source, pas industriel encore, donc pas très très technique, mais ça devrait s'ouvrir de plus en plus. On passe maintenant à la partie industrielle. Je vous ai pas conservé la slide de l'action Nvidia qui a, comme on dit, skyrocket, donc qui a une progression délirante depuis ces quelques années, notamment avec l'apparition de ChatGPT qui a été vraiment l'élément déclencheur du boom de l'IA actuel qu'on connaît du moins. Là, je vais plutôt vous parler de ses concurrents. Comme on le disait avec le rapport de Mozilla, ça devient vraiment problématique qu'Nvidia devienne aussi grand. C'est avoir un monopole qui s'installe. Et le problème, c'est que les concurrents, donc typiquement AMD et Intel, ont beaucoup de difficultés à récupérer finalement la marche, notamment avec le software d'Nvidia, donc CUDA, qui est vraiment incroyable. AMD essaye d'avoir un équivalent, ça marche relativement moins bien objectivement. Intel est en termes de hardware derrière, et en termes de revenus, ils sont derrière, donc forcément ça nécessite de l'investissement pour récupérer le retard, c'est vraiment pas facile. Là-dessus, je peux peut-être ajouter, Nvidia se place maintenant plutôt en constructeur, donc ils veulent plus passer par des constructeurs tiers pour vendre les nouveaux GPU. Il y a une tendance qui nous pousse à penser qu'effectivement ils vont vouloir avoir un peu même le monopole sur la livraison de machines complètes, pas uniquement des GPU. Voilà. Sur cette slide-ci, donc qui est dans le rapport de 2024, mais qui est extraite du rapport de l'année dernière, je voulais conserver pourquoi? Parce que typiquement, on voit Jean Zé. Jean Zé est là, en bas à droite. Il était déjà cité à l'époque dans ce rapport, puisqu'on a une infrastructure nationale, donc on a qui contenait, qui contient toujours 400 et quelques GPU A100. Dans le rapport de cette année, on parle maintenant des clusters H100. Où là, malheureusement, Jean Zé n'y est pas, alors qu'on pourrait y être. On a 2000 et quelques GPU H100, tout simplement parce qu'on n'a pas encore inauguré la nouvelle partition. Donc on n'apparaît pas dans ce rapport, mais on se situerait au niveau de Scaleway, qui est aussi français, dans ce classement. On peut voir que la courbe elle est très décroissante très rapidement, toujours dans cette veine de monopole qui est en train de s'installer, où les grands acteurs achètent tout et les tout petits n'ont plus rien. Donc voilà, ouais. Ça. C'est pas évident. Sur les acteurs et les producteurs de puces, il y a un commentaire qui nous dit qu'il faudrait surveiller aussi les Snapdragon. Donc oui, j'ai pas eu de news là-dessus. Alors toutes les architectures ARM commencent à apparaître. Pour le moment, même si c'est une possibilité, on est très loin pour du supercalculateur et des clusters de calcul comme on peut voir. Nvidia est vraiment très devant. À raison, parce qu'objectivement, ils ont vraiment du matériel qui est vraiment excellent. Chose intéressante au niveau de l'industrie, qui nous concerne aussi, on est en période de Grand Challenge. Donc, les Grand Challenge sur Jean Zé, c'est quand on a des projets qui sont très très grands, qui nécessitent de s'étaler sur le cluster.
qui prennent beaucoup de notes de calcul, c'est les incidents et les interruptions. Donc là, vous avez un diagramme des interruptions de l'entraînement du MA3 405 milliards, où en fait, plus on a d'éléments de calcul, plus on a de chances que ceci ait des problèmes. Là, on peut voir que la plupart du temps, c'est des défauts GPU. C'est ce qu'on a constaté, qu'on constate de manière régulière sur Jonzé. Dès qu'on fait un apprentissage qui dure très longtemps, malheureusement, le matériel, il suffit qu'il y ait un GPU qui tombe en panne. Les frameworks sont pas encore suffisamment résilients pour corriger ce problème. Chose intéressante qui est citée dans le rapport, là encore un peu de chauvinisme. Les grands modèles français ont du mal à se faire une place. De manière générale, on a Mistral, société française, qui est toujours cité, même si malheureusement c'est pas le premier. Ils font des très bons modèles, mais ils ont du mal. Tout à d'autres raisons, mais on est encore dans les classements. Donc il faut qu'on s'accroche. Au niveau de l'industrie, je n'en ai pas parlé. Il y avait, c'était aussi cité dans la partie recherche du rapport, mais tout ce qui est conduite autonome, avec notamment un boom qui repart sur les taxis autonomes avec Waymo et Wave, je sais pas si je prononce bien, aux US et notamment en Californie où on commence à avoir de plus en plus d'autorisations de mise sur route des véhicules autonomes pour un usage commercial. C'est très expérimental, c'est pas rentré dans la loi et puis dans les coutumes, mais ça existe et il y a de plus en plus de gens qui prennent tous les jours des voitures autonomes en Californie pour aller se déplacer sur leur lieu de travail ou vers chez eux. On observe dans l'industrie une séparation importante des grands laboratoires qui finalement repartent faire des startups, des spin-offs. Pourquoi? La plupart du temps, c'est des changements de paradigme et de volonté au sein des fondateurs, des visions qui diffèrent. Et donc ça, on a une ribambelle de nouveaux laboratoires a priori d'excellence qui apparaissent. Là encore, on peut noter typiquement, on a des gens de Google DeepMind qui ont monté la compagnie H en France, qui se veut être un acteur. Pour le moment, ils n'ont pas fait de réalisation encore, mais ils sont là. On a aussi SSI qui est une spin-off d'un des fondateurs d'OpenAI, pour lequel on a beaucoup d'espoir a priori. Ça, je vous ai gardé, je parlais tout à l'heure de Janzé, on était dans la liste l'année dernière, on pourrait être dans la liste cette année en termes de ressources, mais du côté investissement, on peut voir que l'Europe, c'est catastrophique. On est très très peu présent en termes de ratio dans les investissements. On a des toutes petites barres et il y a en termes de progression, on peut pas dire que ce soit terrible. Les US, eux, investissent de plus en plus. Et si on voit la différence, notamment dans l'IA générative, donc dans les chatbots ou les générateurs d'images, de vidéos, etc. Au niveau de la loi, on vous l'a présenté il y a maintenant quelques mois. Les US ont commencé à réduire un petit peu, à mettre une structure de loi. Même si pour le moment ils sont loin derrière notre acte européen qui donc a été voté, n'est pas encore vraiment mis en application. Il y a tout un marché qui est en train de se construire d'entreprises qui vont commencer à vendre du service pour se mettre en règle. On pense un peu à l'effet qu'on a eu avec la RGPD. Ça crée, la contrainte a créé un boom économique pour certaines sociétés assez impressionnant. Donc on va voir ce qui se passera par la suite. La Chine qui a des tendances un peu contraignantes sur on va dire l'expression des gens, mais aussi sur l'expression de l'IA. On n'a pas envie que l'IA dise des choses que le parti politique chinois voudrait réfuter. Donc ils ont aussi des guidelines qui commencent à apparaître avec des lois pour cadrer un peu ce que les entreprises chinoises de tech fabriquent. Donc, comme je le dis, ils font beaucoup d'open source, mais pour la partie mise en production, ils font beaucoup d'open source qui est très réduit. Ça, c'est cité plusieurs fois dans le rapport, donc là, vous en avez une slide. L'effort public a du mal à suivre par rapport à l'effort privé. On est vraiment à la ramasse, si on peut dire, par rapport à l'investissement, que ce soit, donc je le disais avant, sur l'investissement financier, mais aussi l'investissement de recherche, l'investissement de cadrage, d'aide. Donc pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi l'expertise technique. On est vraiment en retard dans le public. Même si au niveau des startups en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'aide. Et notamment la BPI qui a aidé typiquement Mistral, qui a pu bénéficier d'une aide importante. Malheureusement, ça suffit pas. On manque de capitaux, de venture capital, de capitaux privés qui investissent en France et en Europe. On note un déclin un petit peu de la safety, donc de la surveillance des modèles
génératif notamment, même si on commence à voir l'apparition de conférences, donc notamment l'AIS Action Summit, qui devrait prendre place en France prochainement, donc c'est en février. Il y a des choses qui se font, mais il y a une dynamique, voilà, et l'argent commence à apparaître du côté des acteurs privés, comme je disais, qui sont majoritaires. Donc tout ce qui est sûreté commence à repartir en second plan. Sûrement que ce sera cyclique dans les mois et années à venir. Au niveau de la transparence, donc là vous avez un autre tableau qui est plutôt sympa. Comment est fait quoi On peut voir que suivant les entreprises et startups, il y a des grandes variations. Certains partent sur du full open source, ce qui est le cas notamment de Big Science, qui est représenté par le petite fleur et petit logo Gainface, mais aussi d'autres entreprises qui sont vraiment en plein dedans. Donc ça c'est plutôt bien pour la recherche académique et industrielle. Et d'autres qui sont un peu plus fermés. Donc il y a des brevets, il y a tout un tas de choses. Il y a une notion de vente, d'avantage économique aussi. Donc c'est pas forcément évident. Et je finis avec les 10 prédictions de ce rapport, notamment avec une notion d'investissement à venir très important, des laboratoires très en avance qui devraient sortir des choses qui vont être très impactantes à l'avenir, notamment au niveau de la data. On le voit déjà en France, on a quelques startups qui commencent à sortir des datasets ouverts qui sont assez exceptionnels. On est vraiment plus sur du crawling un peu basique d'internet. Là, on est sur quelque chose de très raffiné. Je pense qu'on devrait avoir un modèle open source qui devrait être équivalent, voire dépasser les modèles d'OpenAI. Pour le moment, on s'en rapproche. Les deux courbes commencent à tendre l'une vers l'autre, ce n'est pas fait. Et d'avoir un challenger Nvidia qui va se casser les dents pour essayer de changer leur position divine. Bon, après, ils reparlent aussi de choses qu'ils avaient un peu prévues l'année d'avant. On verra bien l'année prochaine leurs prédictions. Et c'est tout pour ce State of AI. Peut-être que vous avez des commentaires sur ça. Est-ce que vous avez des prédictions? Est-ce que vous voulez vous amuser au jeu de... Non, mais moi, il faut que je lise pour commencer. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, effectivement. Il faut s'y mettre. Je pense que c'est intéressant. Donc, comme je le disais en introduction, il y a un aspect très économique dans ce rapport, hein, typiquement parce que les auteurs sont intéressés sur ce sujet-là, mais qui ont des conséquences qui nous impactent nous directement. Notamment, comme je disais, l'investissement public-privé, capacité à acquérir des ressources de calcul de dernière génération. On le voit, hein, ça a des impacts énormes sur les apprentissages. Quand on fait un x2 sur un pré-training, c'est quand même pas rien. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les choses un petit peu classiques. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos lives. Comme je disais, on fait un live par mois avec des rediffusions. On vous invite aussi, si vous êtes intéressé à suivre des formations, que vous êtes académique, voire privé en passant par CNRS Formation, à vous inscrire aux formations qu'on propose à l'IDRIS. Notamment, les prochaines seront IPDL et ArchDL, donc qui sont des formations d'introduction et d'architecture. Il y a d'autres formations qui prendront place notamment début d'année prochaine. On vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. À bientôt.